un processus de civilisation que j'appelle aussi une métamorphose. Il est tellement considérable, ce processus de civilisation, qu'on peut considérer que c'est une métamorphose. C'est un autre être qui va en sortir. Disons, nous avons vécu dans la civilisation occidentale un premier processus de civilisation qui a été décrit par le grand sociologue allemand Elias, qui nous montre comment les enchaînements d'enchaînements, les interactions pour avoir plus d'avantages entre les chevaliers, les seigneurs, les bourgeois, nous ont progressivement, du Moyen-Âge à l'époque moderne, fait entrer dans une société dont la personnalité des élites est extrêmement rationnelle et fermée à ce qui n'est pas rationnel et intellectualisable, fermée aux impulsions, aux émotions, aux intuitions, et en même temps nous fait passer dans une société organisée rationnellement et dominée par un État. Nous avons vécu dans cette société. Cette société a abouti du reste à des catastrophes. Mais depuis, disons, les années 20 ou les années 30, de façon discrète, puis de façon très, très, très visible ensuite, la société a commencé à se transformer de façon extrêmement profonde. Le premier changement que nous ayons, mes collègues et moi, à peu près clairement identifié, c'est un changement de façon de fonctionner des gens. Leur personnalité, ou leur personnalité de base, s'est transformée considérablement. Ils sont ouverts à leur affectivité, à leur empathie, à leur intuition, et ils ont fait fonctionner ensemble raison et affectivité, émotion. By the way, ce changement est extrêmement important parce que on sait maintenant, le neuroscientiste Damasio l'a bien montré, un humain ne peut se gouverner dans la complexité de la vie que s'il fait travailler en même temps son cerveau rationnel et son cerveau émotionnel. Il y a un certain nombre d'exemples que souligne Damasio où on voit que des gens qui se gouvernaient remarquablement bien ont eu une lésion de leur cerveau émotionnel et qu'après cette lésion, ils continuent à résoudre des problèmes mathématiques sans aucun problème, mais ils ne peuvent plus se conduire convenablement dans la vie. Je pense que collectivement, ça a été la même chose pour la civilisation occidentale, qui a résolu remarquablement des problèmes intellectuels et développé une science qui n'a pas d'égal jusqu'à présent, mais a été incapable de se gouverner en évitant les carnages, en évitant les drames, en évitant les catastrophes. L'ouverture du cerveau que nous réalisons depuis... Alors, cette génération que nous décrivons de jeunes gens de classe moyenne, que nous décrivons en Suède et en France dans les années 50, comme très différents de leurs parents, parce que branchés sur leur cerveau émotionnel, relationnel, voire spirituel, ils feront le New Age, ces jeunes, ils feront la révolution de 1968. Ces jeunes ont un cerveau qui s'ouvre de plus en plus du reste. Et puis les parents vont suivre. Mais je ne vais peut-être pas raconter comment les parents suivent, ça nous mènerait trop loin. Mais comment se fait-il que ces jeunes soient si différents?
une des raisons, sans doute pas la seule, mais une des raisons importantes que nous observons en interview, que David Riesman, du reste, l'Américain, a bien décrite dans les années 50, c'est une transformation du modèle familial, de la vie dans la famille. Et notamment, c'est probablement lié au fait de la multiplication des mariages d'amour, qui est un des grands phénomènes de la première moitié du XXe siècle. Le mariage d'amour devient légitime. Le mariage d'amour pour la vie, ça devient l'idéal. Un foyer qui s'est construit par un mariage d'amour vit un peu différemment d'un autre foyer et crée des relations avec l'enfant différentes. Il y a des tas d'autres raisons qui contribuent à modifier le climat de l'éducation et qui fait que les enfants de classe moyenne élevés dans les années 30, 40, 50 ont un cerveau très élargi, utilisent les potentiels de leur cerveau beaucoup plus étendus qu'à la génération précédente. Ça marque un démarrage de la métamorphose tout à fait considérable. Alors, la métamorphose est extrêmement avancée. Il s'est créé une société des gens qui vit par elle-même, s'auto-organise, échappe aux anciennes structures. Elle continue à se développer. Et le développement de l'informatique, la télématique, de l'Internet, etc., alimente son évolution. Mais une partie des anciens puissants résistent. Ils essayent de garder leur puissance. En fait, ils ne la gardent pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas efficaces. Leur façon de gouverner, qu'ils essayent de maintenir tant bien que mal, n'a plus l'efficacité qu'elle avait. Regarde l'ensemble des pays européens. Nous gouvernons d'une façon déplorable. Nous ne fabriquons pas de bien. Nous fabriquions du bien commun dans les années 50, 60, 70. Je veux dire, nous avons magnifiquement développé nos sociétés, notre économie, l'aisance moyenne, etc. Depuis les années 2000, nous ne faisons que de la bouillie. Mais ils essayent de garder leur pouvoir. Et ceci freine la métamorphose. Je ne crois pas que ça l'ait bloqué. Mais je pense que si ils arrivent à occuper le terrain longtemps encore, ça va susciter des niveaux d'insatisfaction, de réprobation, de rejet, qui sont déjà considérables par la société des gens à l'égard des élites dirigeantes, qui peut nous mettre dans des situations qui pourraient accélérer la métamorphose, mais qui pourraient aussi éventuellement la faire bifurquer. J'en sais rien. Je ne peux pas le savoir d'avance.